poi chi sente e chi mo canta appresso a me, poi potrà Si Fellini c'était un roman, pour moi ce serait le Morgante de Luigi Pucci. Se Fellini fosse un testo teatrale, sarebbe La vita e sogno di Calderón de la Barca. Si Fellini était un titre d'un roman, ce serait Si par une nuit d'hiver voyageur de Italo Calvino. Si Fellini était un titre de roman, ça serait L'âne d'or d'Apuleio. Si Fellini était un titre de roman, ce serait La neige et le feu. La Dolce Vita, séquence Dolores. Cette séquence non réalisée intervient après celle du suicide de Steiner, séquence 57 dans le film. Intérieur Torre del Lago au jour. Marcello gravit les marches tortueuses et escarpées de la tour. Les murs sont blanchis à la chaux et au premier étage, la porte est fermée. Marcello continue de monter comme quelqu'un qui connaît bien les lieux. La porte est ouverte. De l'intérieur provient le crépitement d'une machine à écrire. Marcello s'arrête sur le seuil, puis écarte le rideau qui sépare le petit vestibule. Scène 58. Intérieur chambre de Dolores joue. La vaste pièce qui occupe tout l'étage de la tour est éclairée par deux fenêtres qui donnent sur la mer. Une femme, la cinquantaine, tape à la machine. Elle tourne le dos à la porte. Elle porte un peignoir sous lequel on la devine nue. Elle écrit avec une grande concentration. Le décor révèle le goût raffiné de la propriétaire. Chaque meuble, chaque objet a été choisi pour faire de la vieille demeure un lieu de vie confortable et élégant, avec une pointe de sophistication, mobilier rustique ancien, un grand sofa et des fauteuils accueillants. Le sol est dallé de tomates vernies revêtues de tapis de haute laine. Dans un recoin est tapis un alcool. Dolores ne s'aperçoit pas de la présence de Marcello. Et voilà. Déjà une première fresque. Federico et Marcello. Là, le chapeau et l'écharpe du maestro. Là, une carte postale avec un dessin de Fellini. Ici, la Tabaccaia, avec ses gros nibards. Le timbre à l'effigie de Fellini, bien sûr. Et l'adresse Babbo e Mamma, Via della Pazienza, Casa Mia, Italia. Et voilà la Gradisca d'Amarcord lorsqu'elle se donne à l'officiel venu en visite et qu'elle lui dit Gradisca, veuillez agréer son corps, bien sûr, vous l'aurez compris, et c'est un surnom qui lui est resté. Gradisca. Ah, ça doit être un amateur de bicyclette ou un fabricant de bicyclettes ou que sais-je. Là, les murs ont des oreilles. Lungomare di Rimini. Nous allons bientôt arriver vers le grand hôtel.
Peut-être est-ce là qu'on voyait les personnages d'Amarcord draguer les belles Allemandes ou les belles Suédoises les soirs d'été, qui faisaient l'admiration de Tita. Là, j'ai poussé la porte du Grand Hôtel, le grand portail majestueux, et nous voici donc sur la grande terrasse. Fellini prenait toujours avec sa femme la même chambre. Je ne me souviens plus le numéro. Et c'est là que je suis venu d'ailleurs plusieurs fois, à chaque fois pour fêter l'anniversaire de sa mort ou de sa naissance, mais en tout cas aussi à l'époque où il y avait beaucoup de congrès sur Fellini. Là, demain et après-demain, donc un autre commence avec justement ici le fameux rhinocéros du film Elena Veva, tout doré. Voilà, c'est très calme en cette journée un peu grise. Et c'est un hôtel qui est cher à Fellini parce qu'il incite évidemment à la rêverie. Beaucoup de grands hôtels d'ailleurs parcourent sa cinématographie, dont bien sûr Amarcord avec le Grand Hôtel de Rimini, mais aussi le Grand Hôtel des Thermes dans 8,5. On en voit aussi beaucoup dans la Dolce Vita. Ce que Fellini aimait bien à travers ses personnages qui se déplaçaient souvent, donner l'impression d'être un grand voyageur, quelqu'un qui... un baroudeur presque, alors qu'en réalité, il était quand même assez casanier. Et là, nous avons ici une sculpture qui représente Fellini dans 8,5. Enfin, c'est plutôt Marcello Mastroianni, mais ils se ressemblent tellement dans le film et ailleurs. Et que là, c'est quelque chose qui montre évidemment le Guido dans le film en train de dompter les femmes. Et c'est avec des néons qui clignotent. Quelle belle mélancolie. Un amoncellement de chaises et de tables, belle époque, que l'on a découvert aussi dans le film 8,5, dans l'hôtel des Thermes, au moment où la maîtresse de Guido rencontre la femme Luisa, sa propre femme, qu'il trompe effrontément. Donc amoncellement de chaises. Et je trouve cette image particulièrement fellinienne. Heureusement que Fellini est mort, car je crois qu'il ne supporterait pas lui non plus ce monde artificiel et conventionnel qu'on nous impose. Là, une allégorie du voyage vers le néant ou la déportation ou l'immigration, je ne sais pas, la valise est déchirée et vide. Et là-haut, on voit une vieille fresque abîmée par le temps, mais qui est certainement un hommage à la caméra de Federico Fellini. Voilà, c'était la fin de ce petit voyage dans ce quartier de Rimini. Ah non, c'est pas la fin, car voici une image d'Amarcord. Mais dans tous les coins de rue, il y a quelque chose. Hein. Voilà, donc ça c'est presque une photo. Hein. C'est la Gradisca avec Tita au cinéma, le cinéma Fulgor. On vous parle à la suite de ces deux journées d'études consacrées à Fellini, l'écriture et les écrivains à Rimini, donc entre musée Fellini, cinémathèque de Rimini et département des arts de l'Université de Bologne. Et ça a été vraiment un colloque intense, dense, même physiquement, mais de richesse extrême.
C'était un moment vraiment novateur. On a présenté vraiment l'entièreté des intervenants, des matériaux issus des archives, vraiment d'une grande nouveauté et qui change l'état de l'art des études felliniennes à partir des archives de Fellini ou de collaborateurs divers et variés de Fellini. Donc Zapponi, dans mon cas, j'ai travaillé sur les archives de Bernardino Zapponi, il y a des interventions sur Marchesi, Zavattini, en retraçant vraiment tous les parcours qui va des premières années au Parc Aurelio, après l'arrivée à Rome en 1939, jusqu'aux toutes dernières années avec les spots télé. C'était aussi un format très peu canonique, académique, dans la mesure où il y a eu, à côté des interventions plus académiques, des témoignages d'écrivains, il y a eu des présentations des volumes, donc la télé du roman par exemple, en tant que numéro de revue, il y a eu des volumes apparaître. Donc un moment intense, important et qui relance vraiment les études felliniennes et qui va constituer un rendez-vous, si possible, encore plus important pour les années à venir ici à Rimini, dans les felliniennes. De la Cinémathèque de Bologne qui a été créée en 1962 et elle est consacrée, évidemment comme toutes les cinémathèques, à la conservation des films mais surtout à la restauration, et elle organise tous les ans en juillet un festival de cinéma retrouvé, Cinema Ritrovato, sur la grande place qui est tout près de son lieu d'implantation. Et là maintenant je vais me diriger vers ce qu'ils appellent le cinéma modernissimo, qui était certainement un emplacement d'un grand cinéma à l'âge d'or du cinéma, mais qui maintenant est souterrain, où on diffuse toutes les 2 heures un film du patrimoine. Voilà, aujourd'hui par exemple il y a Amarcord, et il y a également des films sur Simenon, parce que en ce moment il y a une exposition sur Georges Simenon et les voyages qu'il fit pour les voyages d'agrément, mais aussi pour les repérages de ses ouvrages. Alors, la Cinémathèque, c'est un lieu dans le vieux Bologne, un endroit qui est très renaissance en briques rouges, et je trouve que ça fait petite échoppe de quartier et ça a un côté beaucoup plus accessible et sympathique que le bunker de la Cinémathèque française. Voilà, c'est un endroit où on se sent bien et qui apparemment bouge beaucoup vu la programmation de films qu'il y a pour mai et juin, par exemple. Ça vous donne un petit aperçu. Évidemment avec l'affiche de Vertigo de Hitchcock. Voilà un des endroits à découvrir en Italie. Est-ce que vous irez voir au fond l'affiche de Ezra? J'entre dans le cinéma modernissimo qui est souterrain et je fais attention parce que j'ai peur de me casser la figure dans les escaliers. Et voilà, donc ça c'est l'entrée. Attention, là, l'entrée. Alors à droite, un café Pathé. Alors Pathé est partout, hein. Alors regardez comme c'est beau, avec des affiches, des lumières. C'est vraiment très sympathique, je trouve, avec les affiches. Des photographies de la vieille Bologne. Mais Bologne est vraiment une ville magnifique que je vous recommande de visiter. Voilà, donc là, je fais demi-tour. N'est-ce pas que ça donne envie d'aller au cinéma ici, hein? Et là, je me dirige maintenant vers l'entrée à la fois du cinéma proprement dit, modernissimo, avec des mosaïques anciennes qui sont restaurées, conservées. Et ici donc l'entrée de l'exposition Otto Viaggi, Giron romancière. C'est le... Là nous sommes carrément
pour l'exposition au début sont les dessins préparatoires de Matteo Garrone pour certains de ses films. Et ça a un petit côté, la villa romaine enfouie près du métro, chère à Federico Fellini. Des images qui parlent, bien sûr, Colette, son balcon du Palais Royal, la revue des Folies Bergères, ici Joséphine Baker en train de loucher comme elle aimait particulièrement le faire, la revue Nègre, le music-hall des Champs-Élysées, des lettres du Casino de Paris, avec évidemment Joséphine Baker, les programmes des théâtres, les Champs-Élysées, la ville lumière, toute une série de plans de Paris, puisque Paris lui était particulièrement cher. Donc on continue le petit voyage souterrain, dans le noir, ce qui est très beau. Et là, il y a tous les titres Villemonde parus qui se passent à Paris. Et on peut constater évidemment qu'il y en a énormément. Donc toute une galerie avec des photos de famille de Georges Simenon. Et ici des portraits dans le style qu'il affectionnait particulièrement dans sa littérature. Des images consacrées à Liège, puisque, comme tout le monde le sait, Georges Simenon était belge. And I was all at sea. I never thought I'd find one quite so perfect for me. Tout à l'heure, j'ai parlé de la lampe, c'est tout à fait très poétique, ces canaux français qui sont particulièrement utilisés évidemment par les mariniers et que l'imaginaire du réalisme poétique a magnifié au cinéma notamment, mais aussi en littérature, et bien évidemment grâce à Georges Simenon, bien sûr. Toujours Fellini interviewé par Georges Simenon sur son Casanova. Donc ça, c'est un numéro de l'Express de 1977, pardon, et qui est très connu, puisqu'il a fait date. C'est là d'ailleurs qu'ils font la révélation, je crois, sur les 2000 femmes qu'avait connues Georges Simenon dans sa vie. Et toute une salle consacrée à l'œuvre de Simenon, adaptée mondialement au cinéma. Ouais, c'est encore une fois très très impressionnant de voir ça tapisser les murs. L'horloger de Saint-Pont, Monsieur Hir, Betty. Et le voici interviewé par François Chalais à Cannes, l'année où Georges Simenon était président. Alors c'est une autre ambiance que de nos jours le Festival de Cannes, hein. C'est beaucoup plus sérieux, cérémonial, c'est moins tralala et starlet. Enfin, les starlets étaient là, mais pas sur le podium. Voilà, Federico Fellini qui montre son prix. Il est un peu intimidé, un peu agacé, comme toujours. Voici la fameuse palme pour la Dolce Vita. Et on termine en beauté avec la reconstitution du bureau de Georges Simenon. Chi m'aiuta, si tu non vieni a m'aiutare, poi m'è venuto